parti qui est actuellement au pouvoir, c'est la Nouvelle Démocratie, donc c'est la droite grecque qui est au pouvoir, je vais vous en parler. Et évidemment, Syriza, donc la gauche donc radicale, dite radicale, en tout cas grecque, espère bien revenir au pouvoir eh bien, en juillet prochain. Et donc la question c'est dans quel terme on va faire pour embrasser quelle situation. Donc c'est un peu cela que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est un peu un effort rétrospectif, mais pas sur une durée très longue. Je ne vais pas remonter 1821 évidemment, parce qu'on n'a pas le temps et c'est bien dommage. 1821, c'est l'année de l'indépendance de la Grèce. Je vais me préoccuper de ce qui s'est passé, en effet, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, en Grèce depuis l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne, avec l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Et je pense qu'il ne faut pas totalement confondre, si vous voulez, l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne avec l'entrée de la Grèce dans la zone euro quelques années plus tard. Donc je vais vous parler de tout cela, et puis je vais vous parler aussi de la décennie 2010, parce que c'est une décennie qui est importante. C'est une décennie pendant laquelle le PASOK, c'est-à-dire le Parti socialiste grec, accède au pouvoir. Il accède au pouvoir en 2009 et il accède au pouvoir pour un temps très bref, puisque en réalité le Premier ministre grec Georges Papandréou, une famille bien connue, eh bien, quitte le pouvoir 2 ans plus tard. Il quitte le pouvoir en 2011, donc, en présentant sa démission. Et je vais vous expliquer dans quelques minutes dans quelles conditions. Et la droite revient donc au pouvoir en 2011. Elle y reste jusqu'aux élections de 2015. Et c'est en 2015, en effet, que Syriza accède au pouvoir. Je vais vous parler de tout cela. Et je vais vous parler donc en fait de cette rétrospective qui me paraît importante pour comprendre la situation actuelle. Je crois qu'on ne peut pas comprendre la situation actuelle si on n'a pas quand même un regard sur au moins ces trois décennies. Et dans quelle situation se trouve la Grèce aujourd'hui? Alors formellement, depuis le 20 août dernier, donc c'est relativement récent, elle n'a plus d'obligation formelle, c'est-à-dire qu'elle n'est plus obligée de passer par les fourches codines de la Commission européenne, de la Troïka. Donc elle est sortie, si vous voulez, de cet étau politique dans lequel elle se trouvait depuis très, très longtemps. Et donc le Premier ministre grec actuel, de droite, a dit une chose extraordinaire. Il a dit un cycle de 12 ans qui a apporté la douleur aux citoyens, et a fait stagner l'économie, et a divisé la société grecque, se referme. Et donc, de manière très emphatique, il déclare que c'est en août dernier, donc, un nouvel horizon clair de croissance, d'unité, de prospérité émerge pour tous. Bon, alors, au risque de le décevoir un tout petit peu, je vais vous donner quelques éléments donc, de cet horizon idyllique qu'il évoque. Si je prends les salaires, donc, je vais aller regarder tout ça de près. Les salaires en Grèce, quel est leur niveau? Leur niveau, c'est qu'il est aujourd'hui, le salaire minimum s'établit à 713 €. Le salaire minimum en Grèce, 713 €. En net, 600 €. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la Grèce, vous aurez remarqué que les prix en Grèce ne sont pas fondamentalement différents des prix en France. Voilà, donc le salaire minimum, 600 €. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que Syriza, donc, qui va se présenter bientôt aux élections, propose de fixer le salaire minimum à, donc le salaire minimum brut, qui est aujourd'hui de 713 €, il propose de le fixer à 800 €. C'est très modeste, non? C'est quand même incroyable, non? Un parti de gauche radicale, donc, qui propose de faire passer le salaire brut, donc minimum de 713 à 800 €. Voilà. Donc ça veut dire que ce serait à peu près en salaire net quelque chose d'entour de 710-715 €. Voilà pour les salaires. Je regarde maintenant le chômage qui a en effet baissé un tout petit peu, mais qui est aujourd'hui de l'ordre de 20% de la population active, ce qui n'est quand même pas exactement rien, 20% de la population active. Si vous regardez que le chômage des jeunes, c'est 30%,
Donc la moyenne c'est 20%. Je suis allé regarder quand même aussi les emplois qui sont proposés, et vous avez plus d'un emploi sur deux qui est un contrat précaire. Contrat précaire, ça signifie en Grèce des contrats qui ont moins de 3 mois. Donc des contrats qui sont vraiment ultra précaires. Donc en effet, le taux de chômage a baissé, il est passé de 27 à 20% en moyenne, mais avec une très forte augmentation des emplois précaires. Ça doit nous rappeler des choses ici, cette situation-là. Je ne pense pas que ce soit particulier à la Grèce. Alors, Jacques, tout à l'heure, très logiquement, il faut que je termine, j'en suis conscient, a parlé de l'immigration. Alors ça, c'est quelque chose qui est important, parce qu'il y a un sacré retournement de situation par rapport aux années 50-60. Pourquoi ? Parce que l'émigration des années 50-60, c'était une émigration de gens ayant une quarantaine d'années, avec des niveaux de formation relativement bas. L'immigration actuelle, c'est une immigration de gens qui ont entre 25 et 35 ans, et avec un niveau de formation très élevé. Donc c'est pas du tout la même immigration. Et ça, je dirais que c'est probablement, avec la natalité dont je vais dire un mot, ce qui m'inquiète le plus pour le devenir de la Grèce, pour l'avenir de la Grèce. Parce que sa population jeune, bien formée, a quitté la Grèce. Est-ce que ces gens reviendront un jour? Mais pourquoi reviendraient-ils dans le contexte dans lequel se trouve la Grèce aujourd'hui? Il faudrait qu'il y ait une sacrée perspective positive pour que ces gens reviennent. Parce que des personnes qui ont 25-35 ans, qui quittent la Grèce, qui sont jeunes, ils aspirent à fonder une famille. Ils vont peut-être la fonder, ils vont peut-être avoir des enfants, ils vont s'installer durablement dans le pays dans lequel ils ont décidé d'aller. Pourquoi reviendraient-ils? Ça ne va pas être quelque chose de facile. Donc cette émigration est quelque chose d'extrêmement inquiétant. C'est une sorte d'hémorragie, en quelque sorte, que je trouve peut-être plus inquiétante encore que l'hémorragie des années 50-60. Quand la droite n'a réglé aucun des problèmes de la Grèce, tels qu'ils ont été légués par Syriza, donc lors des dernières élections. Alors, je termine. Si vous voulez bien, tu me laisses encore 5 minutes. Waouh, parce que j'ai débordé, j'en suis vraiment conscient. Hein. Voilà. La question que je me pose et que vous posez peut-être aussi, hein, c'est qu'est-il possible de faire dans le contexte que je viens de résumer, hein. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ou pas? Bon. Alors, je vais vous donner mon sentiment. Hein. Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas d'autre issue que le rassemblement des forces sociales. Et le rassemblement des forces sociales pour élaborer un nouveau modèle de développement. Je ne vois aucune autre issue que le rassemblement des forces sociales pour élaborer un nouveau modèle de développement. Comme en France d'ailleurs, ces forces sociales en Grèce, elles existent. Elles existent certainement aussi à l'intérieur des partis politiques. C'est-à-dire que moi je ne suis pas là pour vous dire qu'il n'y a rien à faire avec les partis politiques. Il y a certainement des gens très bien encore au sein de Syriza. Il y a certainement des gens très bien au sein d'un parti qui est une scission de Syriza qui s'appelle l'Unité du peuple grec. Il y a certainement des gens très bien parmi les Verts en Grèce. Il y a certainement des gens très bien parmi les militants du Parti communiste grec, le Kappa Kappa Epsilon. Il y a certainement des gens très bien. Mais il y a aussi énormément de mouvements, comme en France, notamment au niveau local. Il y a des mouvements sociaux, il y a des mouvements de défense des immigrés, ça c'est très, très important. Il y a des mouvements de défense des dispensaires sociaux, il y a des associations de coopérateurs comme Biomé, donc Jacques et d'autres aussi soutiennent ici. Pour moi, la question c'est comment ces forces sociales qui luttent sur des objectifs spécifiques que je peux parfaitement comprendre, comment est-ce qu'elles peuvent se rassembler? Et pour moi, la seule possibilité de rassemblement, c'est l'élaboration d'un nouveau modèle de développement. Parce qu'un nouveau modèle de développement, il est multidimensionnel. Ce n'est pas avoir 3 points de croissance en plus ou 5 points de croissance en moins. Il est multidimensionnel. Alors, dans le livre donc, que j'ai écrit et qui a été traduit donc, en grec en 2014, qui a été publié donc, en Grèce, j'ai essayé de qualifier les dimensions de ce modèle de développement. Voilà, je ne le propose pas, j'essaie juste de le qualifier. Donc, si j'essaie de voir quelles sont les dimensions de ce modèle de développement pour la Grèce, mais dont je pense qu'on pourrait aussi imaginer des éléments pour la France, hein,
c'est, pour moi, alors que je suis économiste, je ne suis pas politiste ou politologue, hein, c'est faire progresser la démocratie. Faire progresser la démocratie dans la cité, et pas uniquement dans les lieux dans lesquels on travaille. Oui, dans les lieux dans lesquels on travaille, mais aussi dans la cité. C'est inséparable. Hein. Promouvoir les biens communs. Ça, c'est tout un débat. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Démocratie, biens communs. Repenser les activités productives. Parce qu'on ne peut pas penser un nouveau modèle de développement en faisant l'impasse sur les activités productives, c'est-à-dire les activités de production, qu'il s'agisse de la production industrielle ou de la production agricole, voire même de certains services. Repenser les activités productives en remettant le travail à sa place, c'est-à-dire que ceux qui créent la valeur, ce sont ceux qui travaillent, ce ne sont pas les autres, ce sont ceux-là qui créent la valeur. Donc ne pas considérer le travail, comme on le fait toujours en Grèce ou ailleurs, comme étant un coût, mais comme étant la seule source de création de valeur, de richesse. Je ne parle évidemment pas de la valeur actionnariale, bien sûr. Donc, développer les entreprises pas seulement du secteur coopératif, mais développer les entreprises conventionnelles, c'est-à-dire toutes les entreprises, les petites, les moyennes entreprises. Voilà. Et d'ailleurs, il faudrait en parler, mais je n'en parlerai pas maintenant, créer l'entreprise comme catégorie du droit, parce que l'entreprise n'existe pas comme catégorie du droit. Elle n'existe pas en Grèce, mais elle n'existe pas en France non plus. Ce qui existe en France comme en Grèce, comme dans d'autres pays, c'est la société. Mais il ne faut pas confondre la société, qui est une structure juridique, avec l'entreprise, qui est autre chose. L'entreprise, c'est un lieu où on produit, c'est un lieu où se noue le contrat social de production. Ce n'est pas la même chose, la société et l'entreprise. Donner l'absolue priorité au développement des activités productives, non pas pour exporter, mais pour répondre aux besoins du marché intérieur, c'est-à-dire de la population. Et les besoins fondamentaux, en Grèce d'ailleurs comme en France, hein, sont-ils vraiment bien satisfaits? Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont bien satisfaits? Je ne suis pas en train de parler de consommation, je suis en train de parler de besoins fondamentaux, c'est-à-dire des besoins par exemple en termes de logement, des besoins en termes de bonne alimentation, des besoins que nous avons, sont-ils bien satisfaits? Je ne suis pas en train de remplir les caddies des gens qui vont dans les surfaces, hein, voilà, bien sûr. Mettre la finance au service du développement. Il y a des gens ici qui sont des spécialistes de ça et qui auraient beaucoup de choses à dire, bien plus savantes que je ne peux le dire. Mettre la finance au service du développement. Et puis, sans doute, favoriser le développement endogène des territoires. Ça me paraît extrêmement important. Disons que le nouveau modèle de développement dont je vous parle, c'est un modèle qui doit être ancré territorialement. Voilà. Alors, peut-être pour terminer, je dirais que finalement, tout ça, ça suppose d'avoir une sorte de boussole, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de principes, en quelque sorte, qui doivent guider nos actions, nos décisions, notre mobilisation. C'est toujours recouvrer la souveraineté politique et économique du pays. Ça, c'est très important. Un pays qui a abdiqué sa souveraineté politique et économique ne pourra certainement pas élaborer un nouveau modèle de développement. Donc, il faut élaborer un nouveau modèle de développement en ayant comme perspective de recouvrer la souveraineté politique et économique. Développer la démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est inséparable de recouvrer la souveraineté économique. Répondre prioritairement aux besoins fondamentaux des gens et non pas chercher toujours la compétitivité à l'exportation. Ça, c'est une erreur dramatique que nous commettons en France également. Protéger la nature et de manière beaucoup plus large encore, protéger tous les biens communs et tous les communs. Ça, c'est quelque chose aussi qui est absolument central. Et enfin, évidemment, favoriser le développement des territoires, favoriser tous les liens de proximité, parce qu'ils sont à la base de ce nouveau modèle de développement. On remercie Gabriel Poletti. Je me doutais qu'il avait encore beaucoup de choses à dire. C'est normal, hein, parce que c'est comme un sujet